Élections législatives 1993, regardez, écoutez, décidez. La campagne électorale officielle, tous les jours en exclusivité sur France 2 et France 3. Dans 3 petites secondes, le soir sur la 3 avec Christine O'Krent. Pour créer Biscuits Maison de Delacre, notre maître pâtissier s'est souvenu des bons conseils de sa grand-mère. Beaucoup de beurre, des gros morceaux de chocolat et ne lèche pas la cuillère. Mais les biscuits maison sont-ils aussi bons que ceux de grand-mère? Oui? Non? Oh, bien sûr que oui. Nouveau biscuit maison de Delacre, aussi bon qu'à la maison. Il y a des voitures qui attendent le futur, et il y en a une qui a décidé de l'anticiper. Nouvelle Lancia Thema. Sa technologie maîtrise la puissance, renforce la sécurité. Nouvelle Lancia Thema. Sous l'élégance, la performance. Seul Cloretz contient de l'actisol pour lutter contre la mauvaise haleine en toutes circonstances. Cloretz, plus qu'un bonbon, plus qu'un chewing-gum, Cloretz absorbe efficacement la mauvaise haleine. Cloretz, Plus qu'un bonbon, plus qu'un chewing-gum, Cloretz, pour être sûr de son haleine. Et voilà. Courbe des indices boursiers, de l'épargne, courbe des taux d'intérêt, du rendement des actions et des obligations. C'est en étudiant des courbes comme celle-ci que nous exerçons pour vous notre compétence dans le domaine de la finance. Parce que demain se décide aujourd'hui, AGF Assure Finance. C'est bon, un îlot de terroir dans la jungle urbaine. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir, on dîne avec William et le grand chef Régis Marco. Ils nous ont préparé un confit de canard aux lentilles vertes du Puy. Façon du Velay. Les chefs de nos régions, par William Sorin. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ça y est, c'est sûr. On part? Ah, amour de ma vie. Johnny Taxi. Allez, montez. Johnny Taxi, c'est Johnny, syndicat d'initiative. Grâce à Mamie Mamour, Léo découvre le pays de ses ancêtres. Ses coups sales, l'enfant attachant que tout émerveille. Tiens, comme ça t'auras plus l'air d'un toubab. Je vais ressembler à un nègre. Annie Cordy, fragile et généreuse. Vous savez, pour Léo, j'ai fait ce que n'importe quelle grand-mère aurait fait. Mamie Mamour, elle va s'en sortir, j'en suis sûre. Mamie Mamour, mercredi 20h50 sur France 2. Possesseur de la carte multipoint, c'est à vous. Saisissez-vous de votre carte multipoint immédiatement. Voici le code multipoint valable sur France 3 aujourd'hui et il y en a un autre sur France 2. Et bien maintenant que vous avez votre carte multipoint dans la main, tapez la touche Action. Entrez le code qui est sur l'écran, oui voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 100 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 et 36 15 France 3. Journée internationale des femmes aujourd'hui, mais en France, la politique en friche. 53% de l'électorat, seulement 5,7% des députés dans l'actuelle Assemblée, moins de 20% de femmes parmi les candidats aux prochaines législatives. La politique en France serait-elle de fait interdite aux femmes ? Machisme des partis, pesanteur culturelle, sagacité des femmes peut-être qui préfèrent d'autres combats. Duo ou duel ce soir, Michel Barzac, exclu du RPR, ancien ministre, face à Philippe Solers, écrivain qui sait bien des choses des femmes, ou le croit en tout cas. Bonsoir, les négociations sont gelées, les tractations se poursuivent en coulisses, mais tous les jours, il y a mort d'homme. Les feux des médias se détournent pourtant du Proche-Orient, comme si la litanie des violences entre Juifs et Palestiniens était devenue routine. Aujourd'hui, à Gaza, un colon juif poignardé à mort, et quelques heures plus tard, un Palestinien abattu à son tour. Xavier Bodinhul. C'est dans cette serre qu'a été retrouvé mort le colon israélien. Il a été poignardé par 2 de ses ouvriers palestiniens. Un acte revendiqué par les militants extrémistes du Fatah, principale composante de l'OLP.
La bande de Gaza n'avait été réouverte que depuis quelques heures. Et dans l'après-midi, c'est en revenant de l'enterrement de leurs collègues qu'une centaine de colons s'en sont pris à des ouvriers palestiniens. Jet de pierre, l'armée a dû intervenir. Un jeune Palestinien de 20 ans a été tué par balle. Depuis l'expulsion des 400 Palestiniens vers le Liban le 17 décembre dernier, la violence a redoublé en Israël. 52 Arabes et 8 Juifs ont été tués. C'était aujourd'hui le début du 64e mois de l'intifada. Yasser Arafat a appelé les Palestiniens à porter des coups plus durs contre les Israéliens. Un geste diplomatique pour encourager une reprise des négociations. La Grande-Bretagne rétablira demain des contacts officiels avec l'OLP. La Grande-Bretagne qui, par ailleurs, retardera encore sa ratification du traité de Maastricht. Le Premier ministre John Major a subi un camouflet aujourd'hui à la Chambre des communes, infligé par l'alliance contre nature entre les partisans et les adversaires de plus d'Europe. La ratification n'interviendrait qu'en août prochain, lors d'une prochaine session parlementaire. 3 jours après l'assassinat de Jacques Roseau à Montpellier, aucune piste, aucun indice, semble-t-il, du côté de l'enquête officielle. Mais une certitude, le meurtre fut exécuté par des professionnels. Claire Sébastien. Vendredi à Montpellier, une femme était à sa fenêtre au moment du drame. Elle a vu un homme s'enfuir. Je me suis dit pourquoi il court celui-là. Moi je me trouvais qu'il était quand même relativement jeune. Enfin, il avait une allure jeune. Imprécis, ce témoignage ne sera pas retenu. L'enquête est au point mort sans véritable piste, qu'elle soit politique, privée ou professionnelle. Seule demeure l'impression que Jacques Roseau n'avait pas que des amis, comme en témoignent ses proches. Il y a 7 ou 8 ans, il avait été menacé par une équipe à Nîmes. On l'avait braqué sur la tempe avec un pistolet. Lors d'une réunion, comme nous en avons fait souvent, d'un congrès à Nîmes, une équipe aussi d'extrémistes s'était livrée, disons, à des menaces physiques. Déjà inculpé dans l'affaire de la Tour BP de la Défense et dans le dossier délit d'initié à la Société Générale, Christian Pellerin, PDG de la Sari Série, vient d'inaugurer en quelque sorte la mise en examen issue de la nouvelle réforme. Cette fois, l'affaire instruite par le juge Thierry Jean-Pierre concerne la construction du domaine de la Paillardière, une luxueuse propriété qu'il possède dans le Loiret. Explosion dans le lycée Louise Michel de Bobigny. Un engin avait été placé dans les toilettes du premier étage. La déflagration s'est produite vers 12 h en l'absence des élèves. Elle a soufflé 2 cloisons, mais sans faire de victimes. Depuis plusieurs mois, ce lycée que fréquentent près de 900 élèves a connu plusieurs incidents. Cette mini-explosion intervient après les incendies des lycées de Colombes et de Bagneux. Merci à vous tous, chers collègues, qui venez de m'accorder votre confiance pour conduire l'action de François Gauthier est un énarque de 53 ans, fidèle collaborateur de Jean Le Canuet depuis 1973. Il vient donc de lui succéder à la mairie de Rouen. La direction de cette ville. De mémoire d'homme, il est probable que ce sera pour beaucoup une première, demain et après-demain. La dernière grande marée du siècle, le coefficient prévu de marée sera de 119. La mer va monter de 1 mètre toutes les 20 minutes, un niveau atteint seulement en 1900 et 1918. Les effets les plus spectaculaires seront visibles au Mont-Saint-Michel. Pêcheurs, promeneurs et autres admirateurs des océans sont tenus à la plus grande prudence. Le fait même qu'elle ait lieu n'est pas nécessairement bon signe. La Journée internationale des femmes, célébrée depuis 1910, chaque 8 mars, depuis cette manifestation d'ouvrières américaines dans le textile, cette journée souligne un peu partout les disparités de traitement dont souffrent les femmes, dans le meilleur des cas, quand il ne s'agit pas de façon plus scandaleuse et plus atavique encore, comme en Bosnie, des pires violences. En France, nous le savons toutes, nous sommes privilégiés. D'abord, nous votons, nous formons même 53% du corps électoral. Et pourtant, la campagne qui est en cours pour désigner les députés de la prochaine Assemblée, cette campagne prouve bien le décalage qu'exprime sur ce plan-là aussi la vie politique, puisque moins de 20% des candidats sont des femmes. Pierre Friedenreich et Catherine Berthier ont réussi à trouver une circonscription où les candidats en lice sont surtout des candidates. C'est à Paris. Repasser et s'engager. Opposition des candidates communistes. Militer et materner. L'Assemblée et le marché. Femmes, politique. Pour les femmes en politique, il ferait mieux de raccommoder leurs chaussettes chez eux. Marché Ménilmontant, au cœur de la 6e circonscription de Paris, là où sur 9 candidats il y a
6 candidates. Aline Delpature, Parti communiste, 2 enfants, 35 ans, dont 20 ans de militantisme. En politique, ses modèles, Louise Michel et toutes les féministes. J'admire toutes les femmes qui se sont battues pour les droits des femmes, parce que je crois qu'en se battant pour les droits des femmes, elles sont aussi battues pour les droits de tous. Est-ce qu'il ne faudrait pas une femme qui se fasse un fonds de commerce avec du racisme anti-mâle? Alors là, vraiment, alors moi je suis farouchement anti-féministe si c'est ça que vous avez à l'esprit. Énarque sans bac, Anne Cuillet, RPR, qui a 51 ans, fait ses débuts en politique dans cette 6e, le fief du ministre socialiste Georges Sarr, élu à l'Assemblée nationale depuis 1986. Alors question, les candidates des partis majeurs sont-elles catapultées dans les circonscriptions perdues d'avance? J'ai pas été du tout catapultée. Quant à dire qu'on les envoie dans les endroits perdus, je crois pas que ce soit une circonscription perdue. Et puis le 28 mars, j'espère qu'on en aura la preuve. Et puis surtout, c'est moi qui l'ai demandé. Donc il n'y a pas de... L'idée qui serait qu'on envoie les femmes, bon, pour dire les choses un peu crûment, qu'on envoie les femmes au casse-pipe et qu'on met les hommes à l'abri, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Pourtant, ça existe dans d'autres partis, en revanche. Ben, je crois savoir que ça existe dans le PS, parce qu'il y a une déclaration d'Yvette Roudy qui a dit on cherche des femmes, mais c'est pour faire de la figuration intelligente, et moi je participe pas à ce genre de choses. Vous ne pensez quand même pas que je vais vous dire je souhaite la victoire de mes concurrentes, parce que la seule qui peut l'emporter ici, soyons réalistes. Madame Cuillet. C'est Madame Cuillet. Pourquoi est-elle dans cette circonscription? Parce que M. Chirac l'a choisie. C'est pas ça la politique. Il faut des femmes qui se battent, qui ont des idées. Et il ne faut pas que ce soit des instruments, des gens qui sont là pour répercuter la voix du maître. Non. Si j'ose dire de vraies femmes. Qui en est? Je ne dirai pas jusque-là. Rouge et verte. L'alternative rouge et verte, petit parti que représente Françoise Galland dans la 6e. Sans moyens ni illusions, elle n'a aucune chance. Elle, qui amèrement constate depuis 30 ans qu'en politique, l'égalité avec les hommes n'existe qu'en droit. Les hommes sont inconscients de leur faiblesse, à mon avis. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que s'ils vivent que pour eux-mêmes, ils ne mobiliseront qu'eux-mêmes, et encore, en se battant, ils ne mobiliseront pas l'ensemble des gens, et l'ensemble des gens, c'est tout le monde. Donc macho. Donc macho. Anne Cuillet, Françoise Galland, Aline Delpature, mais aussi Brigitte Goisier pour l'Alliance Populaire ou encore Anne Ducret pour le Mouvement des Démocrates. Soit dans cette 6e circonscription de Paris, 3 hommes et 6 femmes pour un siège à l'Assemblée. Michel Barzac, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été en politique, vous ne faites pas cette campagne, c'est bien contre votre gré, puisque vous avez été exclu du RPR et plutôt refusé par l'UDF. Cet exemple parisien, tant de femmes, si peu d'hommes pour un même siège, c'est encourageant ou c'est une caricature? Laissez-moi d'abord vous dire, je n'ai pas été exclue par le RPR, j'ai choisi de ne pas y aller, parce que le faire dans un contexte que je connaissais pour me battre contre les miens ne m'a pas intéressée. Alors, je crois que cette campagne et ce qu'on a entendu autour de ça est assez significatif de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qu'est la réalité dans notre pays. C'est-à-dire un décalage total entre le monde politique et sa représentation et puis ce qu'est le monde, parce que dans tous les domaines, vous avez une photo de la société dans laquelle il y a pratiquement autant de femmes que d'hommes. Mais là, dans cette circonscription, on voyait qu'il y a encore plus de femmes. Cette circonscription n'est pas... Je comprends pourquoi vous l'avez choisie. Le clin d'œil était joli. Elle fait exception, oui. Mais elle fait vraiment exception, à mon avis. Vous avez dû mettre un certain temps à la trouver. Alors, avant d'en venir aux racines du mal que vous nous annoncez, voyons le diagnostic d'abord, tel qu'il est posé par Pascal Justice, en quelques chiffres, les femmes et la politique en France. C'est officiel, elles sont un peu plus de 1000 candidates inscrites en métropole, c'est-à-dire 5 fois moins que les hommes. Et pourtant, les électrices, elles, sont majoritaires. Des grandes formations politiques, c'est le Parti communiste qui arrive en tête avec 9 petits %. Le RPR a le score le plus bas. Le Parti socialiste est loin du quota de 30 % qu'il s'était fixé quant à la parité prônée par les écologistes en volée. Aux élections européennes de 89, les écologistes ont présenté sur leur liste en alternance un homme, une femme. Et bien cette fois, parce que le pouvoir est au bout de la route, parce que l'écologie est un mouvement électoral qui monte, il n'y a plus que 13% de candidates chez les Verts. Plus le pouvoir approche, plus les hommes reprennent les postes de candidats, c'est-à-dire d'éventuels élus. C'est chez les dits Verts, là où il n'y a aucune chance
d'avoir des élus, qu'il y a pratiquement la parité, c'est-à-dire 46% de candidats. 86 était une année faste, avec 25% de candidates. Oui, mais on votait alors au scrutin proportionnel. Et les femmes n'étaient pas toujours dans le haut des listes. Conséquence, dans l'hémicycle, elles ne sont plus que 6%. Cette fois, le scrutin est majoritaire. Mais la situation ne s'améliore pas. Les femmes se voient écartées des circonscriptions gagnantes par ce qu'on appelle les appareils de parti. Philippe Solers, bonsoir. Vous écrivez fort bien des femmes. Votre dernier roman, Le Secret, remporte à la fois les suffrages des électeurs et des critiques. Ces chiffres, selon vous, qui sont quand même très frappants, est-ce qu'ils remettent la femme à sa vraie place en France, politiquement parlant? Sa vraie place. Non, je trouve qu'il y a quelque chose là d'inexplicable. Et qui rejoint ce que Michel Barzac disait à l'instant, c'est-à-dire le décalage extraordinaire entre une activité féminine forte, une présence constante. Songez, des médias sans femmes, enfin des publicités sans femmes, un discours sans femmes, on n'arrête pas de parler de ça. Il n'y a que des femmes partout dans le discours. Et comment se fait-il qu'au moment où il y a un choix politique, il n'y a en quelque sorte plus de femmes? Alors, est-ce que c'est dû au parti? Est-ce que c'est dû à une indifférence ou à une sorte de fatigue des femmes de se mêler du combat politique? Est-ce qu'elles préfèrent exercer le pouvoir d'une autre façon, plus indirecte, étant donné que les politiques sont très déconsidérés d'une certaine façon? Et alors, voilà, c'est là-dessus que je m'interroge. Première question d'abord. Pourquoi est-ce que le pouvoir politique n'aime pas les femmes? Est-ce que c'est du machisme? Oui, mais peut-être aussi, il faut poser la question de savoir pourquoi les femmes n'aimeraient pas le pouvoir politique. Non, je crois qu'il faut remonter très loin. Il y a d'abord une explication historique. La Révolution a exclu les femmes de la légitimité politique, en les faisant citoyennes passives et en leur enlevant tous leurs droits. Oui, mais il y a très longtemps. Oui, mais c'est quelque chose qui est resté très longtemps. Et il a fallu 1944 et une ordonnance, c'est-à-dire pas une loi qui a été discutée. Mais 44, il y a très longtemps. Pour que le droit de vote soit donné aux Françaises. Donc oui, mais on vit avec le poids culturel de notre histoire. Ensuite, je pense qu'il y a un contexte culturel lui aussi, qui est que le pouvoir est de façon fantasmatique un des derniers pouvoirs politiques, un des derniers lieux du pouvoir. C'est-à-dire que les gens pensent que là, il y a vraiment du pouvoir. Je vous interromps, est-ce que ce n'est pas une façon polie de dire que ces messieurs sont quand même d'épouvantables machos? Quand on relit Alain Juppé qui déclare « Je n'ai pas pu trouver, il n'y a pas davantage de femmes candidates au RPR parce que, je le cite, nous n'avons pas trouvé de candidates suffisamment bonnes ». Quelle est votre réaction? Qu'il y en a qui sont plus machos que d'autres, QS. Non, mais il y a quelque chose d'effarant. Par exemple, moi je voudrais vous poser une question très, très directe. Aujourd'hui, une femme s'exprime dans Libération, c'est Françoise Giroud, une très bonne spécialiste de la situation des femmes, ancienne combattante s'il en fut, et qui dit une femme en France, alors finalement rien n'aurait bougé. Dans les mœurs, alors que tout a l'air d'avoir explosé partout. Dans le pouvoir politique, une femme ne peut réussir que si elle est considérée comme une mère. Et il ne faut pas être coquette. Et Dick Cresson, qui a fait un parcours très difficile, était quand même une coquette. Et Michel Barzac, c'est vous, finalement, c'était une coquette. Tous les hommes politiques de son parti en ont eu envie, et finalement, ils l'ont sanctionné. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la coquette en politique? Moi, je vous ai jamais considéré comme une coquette. Je trouve que vous êtes quelqu'un de tout à fait naturel. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce discours qui est tenu à ce moment-là par une femme qui est vraiment une spécialiste des femmes? Alors, est-ce que vraiment on pourrait supporter les femmes en politique que si elles incarnaient une sorte de mama, comme ça, tranquille? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça me paraît extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un discours qui se veut gentil et qui, moi, me choque parce qu'il est un peu misogyne. Alors, c'est une femme misogyne, alors? Non, pas du tout, mais je pense que c'est parce que c'est le climat qui règne dans la vie politique aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est vrai de la part des hommes? Je pense simplement qu'il y a quelque chose qui est lié à la politique et qui crée une relation à la femme qui est extrêmement difficile. Elle est si difficile que la moitié des gens que j'ai rencontrés dans ma vie politique m'appelaient monsieur. Et je peux vous dire, ça, c'est quand même difficile. monsieur le ministre, quel que soit leur niveau de responsabilité. Pas monsieur Michel, quand même. Non, et jamais dans la vie quotidienne, personne ne s'est trompé sur mon identité de femme. Mais Michel Barzac, vous en avez quand même beaucoup souffert. Ça a quand même dû être très dur.
Oui, bien sûr que c'est dur, parce que c'est un combat qui n'est pas toujours loyal et qui se fait à partir de règles qui sont des règles agressives et qui ne sont pas celles que les femmes ont l'habitude d'utiliser dans les combats qu'elles mènent. Est-ce que vous croyez que c'est spécialement français, ça? Non, je pense que c'est spécialement lié à la politique, mais c'est aussi, il faut bien être réaliste, c'est que chaque femme qui vient à la vie politique, ça signifie qu'elle prend la place d'un homme. Voilà. Et donc, il y a... mais ça, c'est vrai ailleurs. C'est vrai ailleurs. C'est peut-être ailleurs, les bastions sont bien moins gardés, bien moins préservés, et de la même façon, il a fallu des années et des années pour arriver à faire que les femmes s'imposent à des niveaux de responsabilité dans d'autres métiers. Mais Philippe Solers, vous ne pensez pas qu'il y a dans le tempérament féminin peut-être une espèce d'allergie à certains aspects de la vie politique, à ces discours, à cette espèce d'éloignement de l'action et du pragmatisme qui sont finalement parfois des qualités féminines? Moi, je me demande pourquoi la situation est celle-là en France. Parce que, bon, aux États-Unis, tout le monde vous parle d'Hillary Clinton, et alors, d'une certaine façon, le choix d'une femme juge qu'on va chercher en Floride, qui est très réactionnaire, comme vous avez, enfin, ce qui est contraire à tout le mouvement féministe. Les femmes ont réussi à s'imposer, en quelque sorte, comme une espèce différente. Il doit être respecté comme tel, et quelles que soient les opinions politiques, il faut que ce soit une femme. Alors, est-ce que c'est un surcroît de politique qui pénalise les femmes? Pourquoi est-ce qu'en France, il semblerait qu'il y ait cette espèce de résistance? J'arrive pas à comprendre. Là. Non, attendez, il faut être clair. Tous les droits que les femmes ont acquis dans tous les domaines, elles les ont acquis en se battant. L'égalité de traitement, de salaire, le droit à être les égales des hommes. Ça devrait progresser en politique, là rien ne progresse. Il y a un retard à l'allumage en politique et ça viendra. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, qui était notamment consacrée à la quête d'une solution, et peut-être celle de la parité, est un des combats qui s'annonce et qui sera... Est-ce que vous ne trouvez pas ça sinistre que ce soit seulement un jour par an? Un jour, c'est un combat qui est quotidien et qui commence et qui aboutira un jour, parce que on ne peut pas, c'est un droit, et ensuite parce qu'on ne peut pas rester dans une démocratie qui est si éloignée de la réalité, car elle devient inopérante. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On vit un divorce total entre ce qu'attend la population et ce que décident ou ce qu'organisent les politiques. Et ce n'est pas évidemment la seule responsabilité de l'absence des femmes, mais c'est certainement un des éléments qui construit ce paysage-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elles étaient quand même très à l'attaque il y a une dizaine d'années, etc. Enfin, ça a été peut-être votre expérience. Oui, bien sûr. Et qu'il y a, comme qui dirait, une régression. Et alors, à ce moment-là, cette régression viendrait de quoi? Est-ce que cette régression serait due au pouvoir socialiste, enfin, qui aurait anesthésié ce désir des femmes de s'imposer? Pas du tout. Je pense que alors, si vous voulez parler des différents pouvoirs, ce qui est intéressant, c'est d'analyser que ce sont les pouvoirs de droite qui ont fait avancer les grandes lois, et ce sont les pouvoirs de gauche qui ont été plus proches des femmes dans leur discours et dans le fait qu'ils ont intégré l'évolution sociologique de ce qu'est aujourd'hui la vie des femmes. Pour le gouvernement actuel, en tout cas beaucoup de femmes dans le gouvernement, puisqu'il y en a 7. Mais merci à tous deux. Je signale simplement qu'une autre démocratie est à l'épreuve sur le même terrain, puisque la Suisse doit changer de président et aura peut-être finalement une présidente, puisque 2 femmes sont maintenant candidates à la présidence de la Confédération. On va voir ce qui va se passer. Venons-en maintenant à notre croquis de campagne. Chaque soir, pendant la durée de la campagne législative, la parole dans notre journal est aussi à ceux qui vont voter. Ils ne font pas de politique, mais c'est eux finalement qui vont trancher. Vous connaissez leur nom ou leur visage, ils ont fait ou font encore l'actualité. Grâce à Claire Sébastien, la parole ce soir à Jean-Louis Etienne, explorateur, spécialiste des pôles. Je vais voter écologie, après avoir voté depuis toujours à gauche. Je vote écologie pour bousculer un peu la dynamique en place. Vous savez, quand la droite dit ABC, la gauche dit CBA. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Je crois qu'il faut changer le décor, proposer autre chose et faire en sorte que la droite et la gauche, si vous voulez, ça me rappelle 2 parents qui ne s'entendent pas dans un ménage, si vous voulez. Et donc, on est les fils de ce couple infernal qui ne se s'entend pas, de la droite et de la gauche. Et je crois que pour que ça marche bien, aujourd'hui, il est temps
de faire en sorte de trouver un gouvernement de cohésion, des gens qui se rassemblent sur quelques idées générales. Je crois que les gens de droite modérée, de gauche modérée peuvent complètement s'entendre. Et il y a au milieu une niche écologique qu'on pourrait appeler, qui me convient très bien. De la part d'un amoureux de la nature comme vous, votre écologiste, c'est pas un peu convenu? Oui, c'est un peu convenu parce que ça me plaît bien, mais sincèrement, je trouve que ce bipartisme est sans intérêt. Vous avez des aboyeurs de droite et des aboyeurs de gauche qui montent au créneau, ils sont 10, si vous faites le compte. Ils sont 10 et ce sont toujours les mêmes que l'on voit. Et à force d'être présents à l'antenne aujourd'hui, on a l'impression que de ces gens, on attend tout. Mais c'est complètement faux. Ce ne sont pas ces hommes-là qui font la vie, ce sont les gens qui font la vie. Propos de campagne, Jacques Chirac ce soir. Le partage du travail, a dit le président du RPR, le partage du travail est une idée stupide et dangereuse. C'est donc Jacques Chirac qui a dit cela lors d'une réunion de soutien à Laurent Dominati dans la première circonscription de Paris. L'actualité économique ce soir est surtout internationale, à la veille du premier contact entre le président Mitterrand et le président Clinton. Demain, à Washington, la Yougoslavie est bien sûr à l'ordre du jour, mais l'agriculture, l'acier et l'Airbus sont des dossiers tout à fait conflictuels. Martine Thiébaut. Par communauté européenne interposée, le torchon brûle entre la France et les États-Unis. Première pomme de discorde, l'agriculture. Washington exige une diminution des surfaces consacrées aux oléagineux, opposition irréductible de Paris qui ne veut pas aller au-delà du règlement de la politique agricole commune. Autre problème épineux, l'acier européen et asiatique, Washington menace de taxer leurs importations. Un nouveau coup dur pour Usinor Sassilor, déjà en difficulté et qui voit se fermer les portes du marché américain. Le paroxysme de la crise est atteint fin février par les attaques de Bill Clinton contre Airbus, qu'il accuse de concurrence déloyale envers Boeing. Le président américain s'en prend aux subventions allouées à Airbus et interpelle la communauté économique. Cette première rencontre entre les deux présidents devrait permettre à François Mitterrand de mieux évaluer les orientations de la politique commerciale et économique américaine. En clair, les attaques américaines sont-elles destinées à accentuer la pression dans les actuelles négociations du GATT? Ou s'agit-il pour les États-Unis de l'entrée dans une ère de protectionnisme? L'agitation semble se calmer aujourd'hui sur les actions Suez. 870 000 titres ont été échangés, soit 2 fois moins que vendredi. Les spéculateurs considèrent que les difficultés de la compagnie financière, avec la perte record de 1992, renforcent l'hypothèse d'un raid boursier. Mais les éventuels attaquants, Jamie Goldsmith, l'UAP, AXA, ont certifié ne pas être à l'origine des achats. Faute d'identifier un acquéreur, le marché s'interroge. Les marchands de rêve cassent les prix. Après Nouvelle Frontière, le Club Méditerranée a craqué et vient de s'aligner en acceptant de négocier ses tarifs. Négocier, ça fait partie des tendances d'aujourd'hui, que c'est drôle, que c'est un jeu, qu'on vient et qu'on négocie avec la conseillère de vente. Une grande première dans l'histoire du club, qui pour être sûr de remplir ses villages, propose aux gentils membres de réserver à l'avance pour bénéficier de réductions de 10 à 25%. Un coup de cœur pour terminer ce journal, un coup de cœur pour le cinéma. C'était ce soir la cérémonie des Césars. Sans plus tarder, l'essentiel du palmarès. Et d'abord, le César de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve dans Indochine. Le César du meilleur acteur pour Claude Rich dans Le Souper d'Édouard Molinaro. Meilleur réalisateur Claude Sautet pour Un cœur en hiver. Meilleur film étranger Talon aiguille de l'espagnol Almodovar. Premier film, L'ennemi fauve de Cyril Collard. D'autres récompenses encore, quelques Césars d'honneur, notamment pour 2 très beaux hommes, Marcello Mastroianni et Jean Marais. Mais le couronnement de ces Césars, bien sûr, aura été celui de Cyril Collard. Couronnement à la fois artistique et funéraire, puisque vous le savez, Cyril Collard est mort vendredi dernier du sida. Le sida qu'il a eu le courage de raconter à sa manière dans Les Nuits fauves. Nous lui dédions cette soirée. Avec lui, le cinéma continue. Je suis vivant. Le César est attribué aux Nuits fauves de Cyril Collard.
ça m'a donné la force et ça m'a donné la vie. J'espère jamais te décevoir. J'espère que tu seras toujours fier de moi. Et je suis sûre que là-haut, tu as déjà trouvé la pellicule et une caméra. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur. Les Césars est attribué à Nuit Faux de Cyril Collard. Je sais que tous ici, que vous ayez ou non voté pour Cyril, vous aimez Cyril. Et je sais aussi que, en dehors, au-delà du plaisir, des éphémères, des récompenses, c'est ça qu'il voulait, être aimé. Merci pour lui. Cyril Collard, couronné donc par les Césars du cinéma ce soir. Dans un instant, la météo de Michel Touret. Et puis, comme chaque lundi, à la une sur la 3, ce soir, Philippe Alexandre, Noël Copin, après la campagne électorale. À tout à l'heure. Le stress est une de nos grandes maladies modernes. Les Français ont d'ailleurs leur réponse. Ils sont champions du monde de la consommation de tranquillisants. Mais qu'est-ce qu'est réellement le stress? Peut-on le combattre autrement? D'ailleurs, n'est-il pas parfois positif? Des médecins, des psychiatres, des chercheurs et surtout des malades vous donneront leur réponse dans la prochaine marche du siècle, ce mercredi 10 mars, 20h45, France 3. Badois, il y a une vie après le repas. On dirait que ta réunion s'est bien passée. Non, plutôt mal. Alors c'est ta partie de golf qui t'a mis en forme. Tu sais bien que je joue le jeudi. Tu pensais à quelqu'un d'autre? T'es folle. Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? J'ai essayé une nouvelle voiture. Tu sais quoi? Quoi? Tu devrais l'acheter. Volvo 850, la plus méditerranéenne des Suédoises. Implacable et glacé, le malheur s'abat sur Émilie et ce qu'elle aime. Je veux vous, maman. C'est grave. J'essayais d'endormir Louisa en attendant. Sa raison chavire. Faut-il croire que le bonheur s'éloigne à jamais? Je te pardonnerai jamais, Evie. Jamais. Émilie, c'est aussi un grand jeu concours sur France 3 avec Télé 7 jours. Jouer et gagner avec les hôtels Senneville, 36 séjours d'une semaine au Québec sur les traces d'Émilie. Tous les renseignements sur Minitel 3615, code France 3. Mardi 20h45, Émilie, la passion d'une vie, à vivre passionnément sur France 3. Jardiland et le printemps s'éveille. Bienvenue à tous et à toutes pour vos nouvelles du ciel de France. Demain, soleil printanier, moins vaillant près de la Méditerranée et les côtes de l'Atlantique également seront un peu sous les nuages. Voyons tout de suite...